de famille. Bonjour à toutes et à tous, nous abordons aujourd'hui un vaste sujet, celui de la mémoire. Qu'elle soit celle des moments heureux, des leçons apprises, des visages croisés ou de ces informations que l'on n'arrive pas à retrouver, la mémoire joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Mais que savons-nous vraiment de ce mécanisme fascinant ? Comment fonctionne-t-elle ? Est-il possible de l'améliorer pour optimiser nos apprentissages ? Pourquoi mémoriser alors que l'on peut retrouver les informations sur nos écrans ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance d'accueillir Anne de Pomereux. Vous êtes conférencière, professeure de mémoire et de méthodologie. Vous transmettez à des élèves de tout âge et de tout niveau comment apprendre, se concentrer et retrouver son attention pour mémoriser efficacement et durablement. Vous avez publié 2 livres chez Lattès, Éloge de la passoire en 2018 et Reconquérir l'attention en 2021. Bonjour Anne de Pomereux. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Vie de famille, émission présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. Alors Anne, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée à ce sujet de la mémoire ? Alors bizarrement, c'est venu un petit peu par hasard. À l'occasion d'un bilan de compétences, j'ai compris très fortement que je voulais transmettre et j'ai aussi compris que je ne voulais pas être prof. Donc quoi transmettre ? C'était un petit peu mon souci. Et par hasard, parce que le hasard ou la providence font bien les choses, je suis tombée sur un article d'un champion de mémoire, un garçon qui avait mémorisé des tonnes de trucs. J'étais complètement fascinée et je me dis tiens, c'est peut-être un sujet ça. Alors j'ai commencé de manière très artisanale à apprendre des trucs par cœur, en découvrant des méthodes qui marchent. J'ai exploré le sujet en quelque sorte. J'ai trouvé ça super intéressant et très amusant. Et là, je me suis dit, je vais essayer de transmettre les arts de la mémoire, justement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, j'ai creusé le sujet jusqu'à en faire un livre. Et ça fait quelques années maintenant que je me suis lancée, puisque, oui, plus de 10 ans. Et je ne me lasse pas de ce sujet que je trouve fascinant. Et dont on a bien besoin. Oui, on en a bien besoin. Et puis moi, je prends de l'âge, donc je vois aussi qu'il y a des bugs. Mais je sais qu'il ne faut pas s'en faire. Donc ça va. Il faut à la fois beaucoup la travailler et beaucoup être cool et pas trop s'en faire, parce que plus on se stresse, moins ça marche en fait. Bon, vous allez nous expliquer tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est la mémoire et comment elle fonctionne ? Alors, c'est un sujet vaste. La mémoire est avant tout une fonction cérébrale, mais elle n'est pas que dans le cerveau. Donc, on n'a pas le temps de tout développer là. Elle est beaucoup dans le corps. Il y a aussi une mémoire familiale, transgénérationnelle. Enfin, c'est un sujet vraiment très, très vaste. Mais pour ce qu'on en dit le plus, c'est quand même une fonction cérébrale. Et les scientifiques, donc, depuis une 50aine d'années, ont découvert qu'il n'y avait pas qu'une seule mémoire, mais qu'il y en a plusieurs. Et qu'elle se décompose en plusieurs mémoires à long terme et une mémoire à court terme, qui est un peu le sas d'entrée de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Alors du coup, cette mémoire, ça veut dire que c'est quand même un muscle ? Alors, l'image est bonne et pas très bonne. C'est à la fois un muscle dans le sens où plus on s'en sert, mieux elle nous sert. Moins on s'en sert, moins elle nous sert. Ça, oui. C'est-à-dire si on n'apprend jamais rien par cœur et qu'on met tout dans son portable, on va avoir de plus en plus de mal à apprendre des choses nouvelles. Pour ça, l'image du muscle est bonne. Mais une autre image est peut-être encore meilleure, c'est celui d'un itinéraire, en fait. On a une forêt de neurones, 100 milliards de neurones, et à chaque fois qu'on se rappelle quelque chose, on trace un sillon dans cette forêt de neurones. C'est un chemin. Et plus on passe sur le chemin, plus le chemin est facile à emprunter. Donc c'est pour ça que la répétition est extrêmement efficace, parce que la répétition sert un petit peu d'élagage dans ce magma de neurones pour garder le souvenir. Voilà, c'est à la fois un itinéraire et un muscle, vous voyez, c'est un peu les deux. Et du coup, là, vous parliez de différents types de mémoire, parce que là, on n'a qu'une demi-heure, donc forcément, on va pouvoir rentrer dans tous les détails, mais il y a un peu la mémoire consciente et la mémoire inconsciente ? Oui, il y a deux grandes catégories de mémoire. La mémoire consciente, explicite, selon les scientifiques, et plus inconsciente ou implicite. Et celle qui est la plus durable, finalement, c'est celle sur laquelle on a le moins de contrôle. Notamment la mémoire qu'on appelle procédurale, qui est un peu la mémoire des gestes. Quand on apprend à conduire ou à faire du ski ou à jouer du tennis, l'apprentissage est long et assez fastidieux. Mais une fois que c'est acquis, ça ne s'oublie pas, même si on a perdu la mémoire.
Ça, c'est vraiment très, très stable comme forme de mémoire. C'est celle qu'on oublie le moins, C'est finalement. c'est l'oubli. Il y a de l'oubli partout, hein, donc il ne faut pas s'en Mmh. faire. Ça a tendance à aller à la poubelle, tout. Mais finalement, cette mémoire inconsciente est plus stable. Et donc, c'est quand il y a des gestes, là, avec celle-ci. Quand le corps est impliqué, Ok. oui. Quand c'est un apprentissage qui passe par quelque chose de corporel. Donc ça, c'est dans la mémoire Plutôt implicite. implicite. Et donc, on a la mémoire procédurale avec les gestes. Et il y a aussi, dans cette mémoire-là, la mémoire émotionnelle. Émotionnelle, affective. Alors, elle est extrêmement stable. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit des gens qui ont perdu la mémoire, soit parce qu'ils sont amnésiques ou qu'ils ont une maladie ou Alzheimer, ils ne savent pas qui est en face d'eux, ils ne peuvent pas mettre un nom sur la personne qui est en face d'eux, mais ils savent s'ils aiment ou pas. C'est dans le ressenti. C'est dans le ressenti. Donc, ils ont une mémoire affective qui est encore très présente, mais ils ne peuvent pas l'exprimer, ils ne peuvent pas la verbaliser. Elle peut se travailler, celle-ci ? Une fois que c'est très altéré, je ne sais pas très bien ça, je ne sais pas. Elle est stable en tout cas. On sait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Okay. Et quand en général il y a une perte d'inhibition aussi dans les maladies de la mémoire, ça peut donner des embarras sociaux en tout cas. Et donc ça, c'était la mémoire implicite. Et donc la mémoire explicite, on va avoir la mémoire sémantique et épisodique, si je ne me trompe pas. Oui, ce sont les mots scientifiques. En gros, c'est la mémoire des apprentissages. Ouais, donc celle-ci, elle nous intéresse bien aussi. Sémantique, donc tout ce qu'on apprend. Elle est relativement stable et elle est durable. On peut apprendre des choses nouvelles même après 60 ans. Ce sera plus fastidieux et il faudra plus répéter, mais ça marche tout à fait bien. Et plus on a appris jeune, plus on a un langage élaboré, plus elle est stable en fait. Ça, c'est la mémoire vraiment des apprentissages. Et puis, on a la mémoire, tout ce qui est mémoire des souvenirs. Donc, celle-là, elle est très particulière parce qu'un souvenir n'est pas très stable. Voilà, il dépend de la manière dont on l'a encodé, de l'émotion qu'on a eue au moment de l'événement. Et en général, on se souvient des jours heureux, des moments forts de notre vie, et pas du tout du quotidien qui a tendance à s'oublier. Et heureusement, en fait, parce que ça ne sert à rien de tout retenir. Oui, c'est ce que alors, votre livre s'appelle « Éloge de la passoire ». Oui. Donc, l'idée, c'est de bien faire comprendre qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète d'oublier. Non. C'est même indispensable. L'oubli, alors je réhabilite l'oubli parce qu'on a un énorme stress par rapport à l'oubli. On a toujours l'impression qu'on perd la tête. C'est très frustrant, en fait, quand on a un mot qui ne revient pas, quand on voit quelqu'un à un mariage, on sait très bien qu'on le connaît, mais on ne sait plus qui c'est. Enfin, ça m'est arrivé encore le week-end dernier, donc je sais de quoi je parle. Et c'est très frustrant, mais l'oubli est une... en fait, c'est une fonction de la mémoire. Ce n'est pas le revers de la mémoire. Ça fait partie intrinsèquement du système de mémoire. Et sans oubli, il n'y a pas de mémoire qui vaille. Et ça, moi, il y a un rassurant d'entendre ça, c'est bien. Et mais oui. Et quand on apprend notamment l'apprentissage scolaire et des étudiants, ça passe par de l'oubli. On ne peut pas apprendre correctement un cours si on ne commence pas par le passer par la passoire, c'est-à-dire le lâcher ce qui est secondaire, ce qui n'est pas super important, c'est de le reconstituer en gardant en fait le plus important et en lâchant le superflu. Et en faisant ça, ce qui est merveilleux, c'est que les choses s'ancrent et en plus le superflu reviendra tout seul s'accrocher. C'est ça l'important, c'est d'avoir une base solide. Exactement, ce que j'appelle le porte-manteau. Ouais. Moi, j'ai pris l'image du porte-manteau. En fait, c'est d'avoir des piliers qui vont être là pour accrocher la connaissance. Mais on n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses. Il faut savoir fortement peu de choses pour permettre à la nouveauté de s'accrocher. S'il n'y a pas de pilier d'apprentissage, la nouveauté glisse. Et donc ça, ce sont des piliers qu'on se crée, nous, oui. Suivant ce qu'on veut retenir. Oui, et qui sont surtout créés dans l'enfance. C'est pour ça que les apprentissages fondamentaux sont tellement importants et qu'en France, on a un problème aujourd'hui assez identifié avec l'école primaire. Donc tous les apprentissages de base, ils sont cruciaux parce que c'est sur ces apprentissages-là que tout vient s'implémenter en fait. Donc voilà, il faut être longtemps débutant plutôt que d'essayer de devenir tout de suite expert. Voyez. En fait, il faut accepter aussi que ça nous prenne du temps. Oui, c'est-à-dire que les fondamentaux, ils viennent pas tout seuls. Il faut y passer du temps, répéter, etc. Et c'est comme ça que la culture va venir toute seule en fait. Mais elle peut pas venir la culture s'il n'y a pas des piliers pour accrocher les choses. Voilà, c'est pour ça que moi je me bats beaucoup pour qu'on soit longtemps débutant avant de devenir expert. Or, le système scolaire a tendance à vouloir faire des élèves des petits experts, géographes, historiens, etc., sans passer assez de temps sur une chronologie ou l'apprentissage des bases, en fait.
Et donc ça, pour moi, c'est un gros problème. Et c'est un constat que vous voyez, parce que vous animez donc des ateliers, vous recevez beaucoup de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs. Mais tous les âges, de 12 à 80 ans. Ouais. Et ce que je constate, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de savoir bien ancré dans, en tout cas, les jeunes que je vois, moi. Et je pense que c'est par ce défaut de répétition des fondamentaux. Voilà. Et c'est ça qui le bas blesse là. Alors, ils peuvent avoir beaucoup de connaissances superficielles, mais les trucs stables, c'est pas très solide, quoi. Donc, ça tangue. Et à quel âge est-ce qu'on apprend le mieux ? L'âge d'or de la mémoire, c'est la fin de l'enfance jusqu'à 25 ans. Alors là, c'est merveilleux, ça rentre tout seul. À condition qu'on lui fasse... qu'on la travaille, bien sûr. Hein. Après 25 ans, ça commence un tout petit peu à être plus difficile. Mais dans la mémoire des apprentissages, en fait, plus on est habitué à apprendre, plus on apprend vite et plus on peut continuer d'apprendre. Donc, il ne faut jamais lâcher l'affaire, en fait. C'est comme l'entraînement sportif. Voilà, on s'y met et puis on s'y met et on s'entraîne. Ouais, et c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup d'athlètes. Enfin, après un certain âge, il y a moins d'athlètes sur les terrains d'athlétisme, par exemple. Mais si on a appris à courir jeune, on peut encore courir à 60 ans. Il y a même des... J'ai vu qu'il y avait des coureurs du marathon qui avaient 70 ou 80 ans. Donc, il n'y a pas de fatalité, en fait. Même s'il y a un âge d'or de la mémoire. Et la clé, c'est que plus on compte sur elle, plus elle est fiable, la mémoire. Plus on l'utilise, plus elle nous sert. Donc, c'est vraiment quelque chose à bien comprendre pour pouvoir compter sur elle. Et vous avez quoi comme... Enfin, vous animez donc des ateliers avec toutes sortes d'élèves. Alors, quel est votre constat, justement, par rapport à tout ça ? Mon constat, c'est que la mémoire est moins travaillée à l'école, notamment à l'école primaire, et que c'est assez embêtant parce que quand je retrouve des adolescents, des lycéens par exemple, ce que je constate, c'est que les apprentissages de base sont pas très stables, parce qu'ils n'ont pas été assez travaillés. Donc c'est difficile d'accrocher, ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est difficile, en fait, la nouveauté s'accroche moins bien, c'est moins rapide, c'est plus difficile en fait. Et si vous voulez, dans la mémoire, il faut penser qu'il faut beaucoup répéter, et on n'aime pas répéter parce que... On a l'impression qu'on sait, en fait, on a assez l'impression rapidement. qu'on sait. Et puis, le problème d'aujourd'hui, c'est pas tellement nous, c'est que l'environnement a beaucoup changé. Il y a une infinité de savoirs disponibles et on est réduit à finalement une relative faiblesse de notre outil de mémoire. Et comme on a des mémoires externes, on préfère zapper d'une nouveauté à une autre nouveauté sans prendre le temps d'approfondir et d'ancrer. Et résultat, on pense qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Et on n'aime pas apprendre. On préfère zapper, penser savoir. Mais l'apprentissage, c'est pas ça. Ça suppose de la répétition pour ancrer. Et il faut des piliers solides. Une fois qu'on a des piliers solides, la nouveauté s'accroche facilement, sans beaucoup de travail. En fait, c'est le départ qui est un peu laborieux. Et... Pour prendre un exemple très concret, parce que ça va peut-être plus parler... Quand j'ai découvert donc, les techniques de mémorisation, je me suis dit, tiens, moi j'aime bien l'histoire et en fait je confonds tout, je confondais tout, un peu comme les élèves que j'ai aujourd'hui. Je mélangeais les siècles, les personnages, enfin c'était un vrai bazar. Et résultat, quand je lisais quelque chose qui me plaisait d'ailleurs, j'oubliais très vite. Et je me suis dit, si j'apprends quelque chose de très basique, du style une chronologie, qui est roi en France de l'an 1000 à aujourd'hui, roi et président. Donc vraiment apprendre la chronologie des rois de France avec les dates. J'ai appris ça avec la méthode du palais de la mémoire. Et ça m'a pris un petit peu de temps, parce qu'il faut quand même décortiquer, faire, accepter répéter. Que ça prenne du temps, tout ça. Accepter, dépenser un peu de temps là-dessus. Ouais. Mais une fois que ça c'est en place, en fait, ce qui est absolument magique, là, pour le coup, c'est que j'avais pas besoin d'apprendre le reste. En fait, ça s'accrochait tout seul. Vous saviez où le mettre, je où savais, le placer. Oui. Et puis quand j'écoute une émission de Stéphane Bern sur, je sais pas, Anne d'Autriche ou qui vous voulez, je sais situer, donc ça me dit, et donc je resitue, et les informations vont devenir de la connaissance qui va s'implémenter petit à petit, parce que j'ai simplement un point d'accroche stable, et très fortement stable, et c'est tout. Alors là, je me suis dit, c'est incroyable ça on m'avait pas dit. C'est vraiment une découverte par expérience. Et ça m'a fait vraiment réfléchir à comment on apprend. C'est pour moi, en fait, il faut passer du temps à accepter d'être débutant, donc partir de la base, de je sais rien, et puis j'implémente les choses petit à petit, de base solide. Une fois que la base est solide, on peut aller plus loin. Mais on retrouve le même problème dans des matières comme les mathématiques. Si vous êtes coincé sur l'addition de fractions,
ou sur les opérations de base, ça va être compliqué d'aller plus loin parce que vous coincerez toujours. Et on ne peut pas, à un moment donné, passer du temps... Oui, il faut reprendre, il faut comprendre en fait pour pouvoir ensuite... Oui. Il faut implémenter les choses fortement et ensuite ça va tout seul plus loin. Mais si c'est pas implémenté correctement au début, on patauge vite dans la semoule. Alors on va faire une courte pause musicale pendant laquelle on va écouter J'ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau et on se retrouve juste après. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup les mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais, l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur? Pour un non, pour un oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il me, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui sifflotait chaque jour en se rasant. Mémoriser à tout âge, bien sûr c'est possible. Anne de Pomereux, auteure du livre Éloge de la passoire, publié chez Lattès, est avec nous dans Vie de famille. Alors Anne, on a vu qu'il y avait, il fallait avoir un socle de connaissances. Il y a d'autres clés peut-être aussi pour bien mémoriser. Enfin, il y a beaucoup de clés. Mais vous parliez aussi d'un rythme de vie sain et approprié qui aide aussi à la mémorisation. Oui, alors pour entretenir sa mémoire, c'est comme pour entretenir son corps en fait. Si on dort pas et si on boit beaucoup d'alcool et qu'on fume des pétards, c'est clair que ça va pas aider à la mémorisation. Donc vous voyez, pour apprendre à mémoriser, c'est pas pour apprendre, pour faciliter la mémorisation, évidemment qu'un mode de vie sain va aider des interactions sociales, il faut bouger, il faut surtout... être positif quoi en fait. Et ce qui m'a pas mal intéressé quand j'ai regardé les interviews des champions de mémoire, c'est que c'est très plaisant de mémoriser en fait. Parce qu'il y a des bénéfices, parce qu'il y a des bienfaits. Oui, mais c'est pas que de l'effort. Quand on imagine quelqu'un en train d'apprendre les décimales de pi ou des trucs invraisemblables, on se dit oh là là, c'est que de l'effort, c'est comme un marathon. Mais en fait non, c'est parce que les techniques de mémorisation, j'ai pas le temps de les développer, mais elles sont très amusantes. Et résultat, il y a des inscrits, chaque année, il y a plus d'inscrits au championnat de mémoire. Alors quand même, si c'était que de la torture, il y en aurait pas. Que de la galère. Non, c'est pas que de la galère, c'est très amusant. Donc c'est amusant et c'est satisfaisant, parce que quand on sort, qu'on a passé une semaine ou deux à apprendre une poésie, qu'enfin on la connaît, parce que c'est par phase, on galère, on bute sur les mots, etc. Et puis tout d'un coup, paf, c'est là. Et alors là, on est heureux. Non seulement on est heureux parce que c'est une satisfaction personnelle, mais en plus ça peut se partager. Oui, en fait, il y a beaucoup d'intérêt aussi dans la relation et de énormément pouvoir, d'interaction en fait. Ouais.
Et puis, il y a une espèce de rapidité de traitement. Aujourd'hui, on est à la recherche de la performance. Mais quand vous allez chez un client et que vous connaissez son nom, son catalogue produit, les prix de ses produits et tout, que vous pouvez dégainer ça tout de suite, c'est un avantage concurrentiel redoutable, en fait. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Ce n'est pas celui qui m'intéresse, moi. Mais oui, mais de dire aussi on a toujours envie de sortir notre portable et de se dire l'information, on l'a facilement, mais finalement de l'avoir aussi en nous, c'est une autre dimension. Oui, non seulement il y a ça, mais il y a aussi, on ne peut pas trouver de l'information si on ne la sait pas déjà, en fait. Ça, c'est aussi un peu le paradoxe. On ne peut pas trouver que ce qu'on ne connaît pas à minimum. D'où l'intérêt, je reviens encore sur mon mantra, qui sont d'avoir un peu des bases solides. Sinon, on se fait embarquer dans les fake news tout de suite, en fait. Et là, c'est assez redoutable. Donc, oui, on peut trouver de l'info, mais pour trouver l'info juste, on a intérêt à avoir une base quand même de connaissances. La méfiance entre les croyances et les connaissances. Entre l'information et la connaissance. Ce qu'on nous véhicule. Et puis, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme petit truc? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de techniques, mais qu'on n'a pas le temps de les développer. On peut aller voir sur votre site Apprendre et transmettre, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui. Et puis, évidemment, participer à des stages, etc. Lire votre livre, enfin bref. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager? On est dans Vie de famille. Est-ce qu'il y a des choses un peu intergénérationnelles ou des choses que vous avez proposé, remarqué dans vos stages et qui font de l'effet rapidement? Ce que j'ai remarqué dans mes stages, que je donne des stages de mémorisation, donc 2 matinées séparées d'une semaine ou de 2 semaines. Et d'abord, c'est très gai d'être ensemble pour apprendre à servir de sa mémoire. C'est vraiment très amusant et c'est très sympathique. Et les gens sont enchantés. Il y a déjà ça. Et ça leur donne envie de s'y remettre, même s'ils pensent qu'ils sont nuls et qu'ils n'y arriveront pas. Ce qui n'est pas vrai, mais c'est en faisant qu'on se rend compte qu'on y arrive. Et puis, je trouve que dans les expériences qu'on m'a racontées, il y en a une que j'adore, moi, c'est le Festival de la mémoire, qui est organisé chaque année dans une famille. Et là, c'est magique parce qu'en fait, c'est intergénérationnel. Chacun vient avec un truc qu'il a appris par cœur, une poésie, une chanson, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et c'est gai, en fait, ça fait une fête autour de la mémoire. Voilà. On ne peut pas imaginer de vie de famille. Là, ici, on est dans le cadre d'une radio qui fait la promotion de la vie de famille et c'est génial. Il n'y a pas de vie de famille sans récit, sans raconter d'histoires. Et le rôle des grands-parents est essentiel. Et parce qu'on avait la tradition orale autrefois aussi. Sûr. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces modifications. Donc, Ils sont gardiens de la mémoire encore aujourd'hui. Donc, ils doivent pouvoir raconter des histoires. Revenir sur ce qui constitue la couleur de cette famille et les traditions et les manières de faire de leur famille qui n'est pas la même que celle des voisins, en fait. Et ça ne se fait que par mémoire et par récit, ensemble, autour d'un repas. Donc, vous voyez, la mémoire, c'est la vie. Donc, il faut privilégier, parce qu'évidemment, on a aussi cette histoire du portable qu'il faut apprendre à mettre de côté. Alors après, on va parler de l'attention, donc dans l'émission suivante, mais ça joue aussi pour la mémorisation. Enfin, l'attention est la porte d'entrée de la mémoire et on a tendance aujourd'hui, dès qu'on a un truc qu'on ne sait pas, à essayer d'aller le chercher sur le portable, ce qui est tout à fait sympa en fait, parce que ça aide beaucoup. Vous ne nous l'interdisez pas? Pas du tout, je m'en sers moi-même pas mal, mais c'est ensuite d'essayer de pas compter que sur lui. Ouais, par exemple, je recommande un truc tout bête, c'est d'apprendre les numéros de téléphone de ses proches, enfants, parents, conjoints. Parce que le jour où il y a un problème, c'est quand même bien pratique de connaître le numéro. Ça c'est utilitaire, si vous voulez, mais... Oui, mais c'est vrai que si on y pense un peu, on ne se connaît plus beaucoup de numéros de téléphone. Alors, on connaissait les numéros de nos amis. Il y a 30 ans, on les connaissait, on en connaissait une vingtaine. Ouais. Et c'était pas si compliqué. Mais vous savez, l'attention va toujours aller vers le chemin le plus facile. Donc, si on ne fait pas un minimum d'efforts, on ne le fait pas, en fait. Tendance à dire, c'est pas la peine de m'encombrer. Voilà. Nous voilà déjà à la fin de notre émission. Nous avons eu la chance d'explorer avec Anne de Pommereux certains mystères de la mémoire, comprendre un peu son fonctionnement et évoquer quelques techniques pour l'améliorer. Mais j'espère que vous repartez convaincus que l'on peut apprendre déjà à tout âge, parce que ça c'est quand même précieux, qu'il faut pas hésiter.
Et la mémoire se travaille et s'entretient au quotidien. Donc je vous redonne le titre du livre d'Anne de Pomereux, Éloge de la passoire, aux éditions Lattès, et ainsi que le site d'Anne, Apprendre et transmettre, information qu'on notera aussi sur le site de la radio. Un grand merci Anne de Pomereux de vos éclaircissements, encouragements et précieux conseils. Alors dans la prochaine émission, nous parlerons du rôle de l'attention, évoqué assez rapidement là dans cette émission, mais étroitement lié bien sûr à la mémorisation. Donc prenez bien soin de votre mémoire. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Vous pouvez réécouter vos émissions Vie de famille en podcast sur le site de la radio. Merci Anne de Pomereux. Merci. C'était Vie de famille.